la première image que vous avez montrée, l'histoire de l'implant cochléaire, elle est fausse. Elle est fausse parce que vous savez très bien que le brevet Bertin date de 1977 et que Wilson, il était encore en pilote à ce moment-là, et que Wilson, dans ses publications, n'a jamais cité le brevet Bertin. Jamais. Et d'autre part, le brevet Bertin est tellement utile, il a tellement une influence sur tout le développement des implants cochléaires en France et dans le monde, que dès qu'il est tombé dans le domaine public, eh ben, il a servi à appareiller les prothèses auditives conventionnelles, qui emploient, elles, également, le même principe que... Bon, alors ça, c'est une critique, mais elle est vénielle, tant les louanges que je veux vous faire sont importantes. Moi, j'étais complètement fasciné par la technologie que vous avez développée, par le principe, et puis aussi par cette vision d'avenir que vous a permis votre formation en sciences fondamentales préliminaires et la richesse que ça représente pour les jeunes étudiants de leur conseiller de faire de la recherche fondamentale comme c'est maintenant la mode, parce qu'après ça, quand ils en arrivent à l'âge où on est en pleine forme de sa force, on a des idées originales comme ce que vous proposez comme application à votre technologie matérielle qui est en elle-même essentielle. Voilà, je vous dis bravo. Donc je t'avais proposé d'introduire ta propre communication. Est-ce que tu veux le faire maintenant? Très volontiers, d'autant plus que les hasards de la réponse m'ont fait me rendre compte du fait que je ne connaissais plus rien en matière de robots en URL, et j'ai demandé à Olivier Lacoraille, qui lui a une très grande expérience, puisqu'il sait ce que c'est, il va vous dire ce qu'il en pense. Olivier. Alors Olivier, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames, messieurs, comme vous l'avez vu, le professeur Denis Sertkertz vous a présenté une robotisation réelle. Et je vais, dans cette réponse, un petit peu vous parler de la chirurgie robotisée de façon plus globale, essayer de, très rapidement, en une dizaine de minutes, d'aborder 4 points, un rappel historique global, la technique utilisée, quels sont les apports et les limites, et qu'est-ce qu'on peut voir en termes de potentiel futur. Alors ce rappel historique se concentre sur les cas publiés en otorhinolaryngologie. Et comme vous le savez, l'otorhinolaryngologie est un domaine exclusif, les oreilles, le nez, la gorge, mais partage aussi le cervico-facial et en particulier la thyroïde. Ce qui fait que dans le domaine des robots, nous avons un domaine exclusif et un domaine partagé avec les chirurgiens généralistes, endocrinologues. Le domaine exclusif ORL, c'est la première publication faite en 2005, donc presque une dizaine d'années. Et le point important pour l'histoire, c'est que vous voyez, c'est un centre américain très connu, militaire. Et ces ORL vont faire une exérèse d'un kyste valliculaire avec le robot chirurgical que nous utilisons maintenant en chirurgie cervico-faciale. Le domaine partagé, vous le savez tous, ce sont les Coréens, c'est le professeur Chung, qui a utilisé le type de robot utilisé par le Walter Reed Army Medical Center et s'est lancé dans la chirurgie robotisée de la glande thyroïde. Pourquoi y a-t-il ce développement de l'otorhinolaryngologie? On peut répondre à cette question avec 2 angles d'attaque. Premièrement, c'est les données médicales. Les données médicales, c'est que, je vais aborder ces points rapidement, nous avons dans notre spécialité une progression des cancers oropharyngés. Le deuxième, c'est que dans ces cancers oropharyngés, en termes de fonctionnel et de thérapeutique, nous sommes arrivés à une impasse. Le troisième point, c'est une découverte par les ORL d'une chirurgie que les Français ont fait pendant nombre d'années, mais n'ont pas su diffuser et publier en dehors de notre territoire. Il y a aussi des données politico-économiques. La première, c'est que les robots militaires, et en particulier les robots d'apprentissage pour les pilotes de l'armée de l'air américaine, sont devenus obsolètes et inutilisés en raison, lors des dernières guerres qu'ont menées les Nord-Américains, au développement des drones. Et les compagnies qui fabriquaient ces robots se sont trouvées avec une perte de marché, ce qui les a orientés vers le monde médical. Le deuxième, c'est les utilisateurs, les chirurgiens. Donc, il faut reconnaître qu'il y a un effet marketing très fort vis-à-vis de la patientèle, vis-à-vis de l'administration et des journalistes, lorsqu'on utilise le terme robot, lorsqu'on pratique un geste chirurgical. Quelques statistiques pour vous expliquer ce problème des cancers de l'oropharynx. Vous avez ici, dans une revue récente de la littérature, le nombre de cas de cancer du larynx en 2012. Et ce que vous voyez, c'est une grande nouveauté, c'est la diminution des cancers du larynx qui tenait la première place jusqu'aux années 2000 et la flambée des cancers de la cavité orale et du pharynx. Le deuxième point, c'est pourquoi y a-t-il une telle flambée? Et la raison est virale. Si vous regardez sur
Sur cette diapositive, en orange, ce sont les nombres de cancers de l'oropharynx entre les années 88 et 2004. Vous voyez, il y a une augmentation de ces cancers. Par contre, si on étudie lesquels sont positifs pour le papillomavirus, ils sont en augmentation constante, alors que ceux qui diminuent sont ceux qui sont papillomavirus négatifs. Si on étudie les projections qui ont été faites sur ce schéma, on s'aperçoit aussi que les cancers du larynx vont continuer à diminuer, les cancers de la cavité orale devraient rester stables, mais les cancers de l'oropharynx, pour les Américains, vont d'une certaine façon exploser. Et certains auteurs parlent d'une épidémie. Le deuxième point, c'est cette impasse thérapeutique. Au plan fonctionnel, puisque nous sommes en chirurgie fonctionnelle dans cette communication et dans cette journée, le problème, c'est qu'en ORL, la chirurgie fonctionnelle du larynx, du neuropharynx, n'existait pas pour les Nord-Américains. La partie fonctionnelle, c'était la radiothérapie. Et plusieurs articles récents ont montré que la radiothérapie entraîne une toxicité sévère. Deux chiffres, 50% de toxicité sévère dans un article en 2008. Cette toxicité sévère, c'est la dysphagie, qui, plus de 3 fois sur 4, conduit à une gastrostomie permanente. Donc, on guérit des malades qui ont des cancers de l'oropharynx, mais on les incapacite dans un nombre de cas non négligeable. Par ailleurs, cette utilisation de la radiothérapie a montré que dans les cancers de larynx, on utilisait la radiothérapie préférentiellement à la chirurgie, pour les cancers de stade T3, on préservait des organes, mais on obtenait une diminution de la survie. Et donc les Américains se posent une double question, ne sont-ils pas seulement dans une impasse thérapeutique, mais aussi dans une orientation en termes de survie qui n'est peut-être pas la bonne si l'on n'utilise que la radiothérapie. Ils ont découvert, comme souvent les Nord-Américains savent le faire, la chirurgie transorale réalisée en France. Le précurseur, c'est le professeur Huette, qui était chef de service à l'hôpital Bichat, et qui, dans les annales d'otolaryngologie, a décrit une voie d'apport qui a été enseignée, que nous avons repris et publiée, qui démontre que la chirurgie transorale, dans les cancers T1, T2, sans robot, donne des résultats équivalents, voire supérieurs à la radiothérapie. Deuxièmement, la technologie. S'agit-il d'un robot chez nous, quand nous opérons, ou s'agit-il plutôt d'un bras articulé, téléguidé, avec aide opératoire? Si vous regardez ce robot, qui est là avec ses bras articulés, et avec les optiques qui permettent de voir, la colonne vidéo pour que l'ensemble de la salle d'opération sache ce qui se passe et la console du chirurgien, et que vous mettez tout ça en musique, voici donc le bloc opératoire, le malade avec le robot mis en place, la console où vous voyez le chirurgien qui a ici ses petits doigts placés dans des manettes comme des joysticks et qui actionne les bras du robot. On peut dire c'est des bras articulés. Le problème, c'est qu'il y a un autre chirurgien qui va toujours être à la tête du robot pour aspirer, contrôler l'hémorragie, mettre des clips éventuellement. Donc, pour ma part, nous ne sommes pas vraiment encore dans le cadre pratique à l'utilisation d'un réel robot, contrairement à ce que le professeur Sterkers vous a montré pour l'autologie. Quel est l'apport et les limites de cette chirurgie transorale robotisée en ORL? Et pour cela, j'ai analysé les articles publiés. Vous voyez quand même qu'il y a 210 articles sur une période de moins de 10 ans. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un mouvement exponentiel. Les apports démontrés sont que l'on déplace ou on évite une incision cervicale pour les tumeurs de l'oropharynx, de la cavité buccale et du larynx, pour les adénopathies cervicales, pour la glande thyroïde. Par ailleurs, c'est tellement validé qu'aux USA, il y a 5 ans maintenant, la FDA a validé le robot dans un cadre médico-légal pour les tumeurs neuropharyngées classées T1 ou T2. Il y a cependant des complications. L'article le plus récent est basé sur un questionnaire et vous voyez qu'il y a déjà 300 ORL qui sont formés à la robotique. Transorale aux USA, 45 réponses, ce qui est pas mal, 15%, touche les universitaires et les libéraux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 2015 interventions. Vous voyez que les complications sont rares. La principale complication, c'est le saignement, avec bien entendu toujours un petit risque de décès. Le point sans doute le plus important de cette étude, c'est qu'il y a un lien statistique avec le volume d'activité. Pour que la pratique soit bonne, il faut au moins réaliser 50 actes par chirurgien et par an. Quelles sont les limites? La première limite, c'est en cancérologie. On n'a pas démontré la supériorité du robot par rapport à l'abord transoral classique, non robotisé, que les chirurgiens français connaissent. Il n'y a pas d'apport d'analyse du rapport coût-efficacité, en particulier le coût d'achat vous a été mentionné, 2 millions, il descend un peu à 1 million à ce moment-là, mais il y a le coût d'entretien. Il y a aussi le temps d'occupation des blocs opératoires, qui pose un réel problème depuis qu'on a le regroupement en France de nos services chirurgicaux. Deuxième point, les études ne montrent pas qu'on a une déintensification thérapeutique. Et un chiffre est important, c'est que 80-90% des patients publiés aux États-Unis ont une radiothérapie post-opératoire. Donc
Donc en fait, on a rajouté l'exérèse chirurgicale par rapport à la radiothérapie seule. On va peut-être se retrouver dans 5 à 10 ans avec les mêmes complications que la radiothérapie seule. Enfin, il y a des nouvelles complications, le plexus brachial si on fait une voie axillaire thyroïdienne. Et un dernier point qui a entraîné une réponse du ministère il y a quelques semaines, c'est la sous-déclaration par les chirurgiens nord-américains des complications et accidents propres liés au robot en péropératoire. Quel est le futur? Le futur est simple, préciser des indications carcinologiques. En clair, quel cancer T1 des deux allons-nous réellement traiter avec le robot? En a-t-on toujours besoin? Deuxièmement, peut-on étendre cette chirurgie aux tumeurs plus avancées qui, elles, nécessitent une voie transcutanée? Il y a aussi des développements potentiels. Je vais vous citer 3 éléments qui représentent un fort volume de patients: la chirurgie du syndrome d'apnée du sommeil, la chirurgie urologique de la base du crâne et la chirurgie otologique. Le syndrome d'apnée du sommeil, voici ce que les chirurgiens font à l'heure actuelle, un dessin de la résection de la base de langue. Et ici, vous avez le volume de base de langue qui entraîne le syndrome d'apnée du sommeil avant la chirurgie, après la chirurgie, avant la chirurgie, après la chirurgie. Il faut savoir que le professeur Chouard, là encore, avait décrit des techniques avec Frédéric Chapol de résection pérorale sans repos pour ce type de lésion. La chirurgie rhinologique de la base du crâne, là aussi, vous voyez les incisions qu'on peut faire, la mise en place du robot et l'abord des sinus maxillaires qui va donner un jour sur la base du crâne, avec ici ce que l'on voit, c'est le cerveau. Enfin, la chirurgie orthologique, et là il faut rendre hommage à Olivier Sterkers qui, lui, réellement a mis en place un robot et nous a présenté l'intérêt de ce robot pour un grand nombre de pathologies. On n'a présenté qu'une petite partie. En conclusion, la chirurgie robotisée va prendre une place au grêle. On peut la comparer à l'arrivée du laser dans notre spécialité. La vraie question, c'est qu'il faut intégrer cette chirurgie, non pas penser qu'elle va reléguer les techniques classiques. Il faut évaluer son rapport réel et son efficacité-coût qui reste à définir, en sachant que, contrairement à ce qui a été dit un petit peu auparavant par notre professeur de robotique, dans notre domaine, il n'est pas du tout sûr que les coûts vont diminuer. Les compagnies continuent à maintenir des coûts élevés. Et ça pose 4 questions. Comment organiser le déploiement national dans les services ou dans les centres de robots? Quelle cotation? Car à l'heure actuelle, tous ces actes ne sont pas correctement cotés. Quel impact médico-légal? Car à l'heure actuelle, les malades ne sont pas prévenus des bénéfices et des avantages. Et enfin, bien entendu, quelle formation pour les chirurgiens? Je voudrais donc terminer par cette dernière photo qui m'a été dressée par le professeur Weinstein de l'Université de Philadelphie, qui utilise et est le pionnier des robots aux États-Unis. Et vous voyez qu'ils ont un robot spécifiquement dédié à l'entraînement des internes, et que ce qu'ils essayent de faire avant tout, c'est d'attraper la pièce de monnaie au sein de diverses structures. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Olivier Lacoureille pour cette très intéressante communication. Je fais amende honorable car compte tenu des informations limitées dont je disposais vis-à-vis de ces deux sujets, je n'avais pas appréhendé à quel point ils étaient différents. Alors je crois qu'il faut même rendre d'abord la discussion à Olivier Sterkers et lui demander de venir vers le pupitre. Il s'agissait, je n'ai pas besoin de le rappeler, des implants intracochléaires. François Lejean. Je vous remercie Olivier Sterkers pour son exposé extrêmement brillant qui fait rêver quand on voit l'évolution depuis un demi-siècle. Je vais vous poser 2 questions concernant l'intérêt des robots, un pour les familles, et deuxièmement, vous avez évoqué des surdités brusques. Qu'en est-il du traitement actuel des surdités brusques et de l'aide que peut apporter le robot? Alors, la première question, merci de ces commentaires. Pour les petits, pour l'instant, il se trouve que je m'occupe que d'adultes et je m'en porte bien. Donc, ce sera dans un deuxième temps qu'on envisagera de miniaturiser cela pour les plus petits. Pour ce qui est de la surdité brusque, on reste dans une espèce de marasme qui fait qu'on pense que les corticoïdes sont la molécule ubiquitaire qui permet de les traiter. Et la seule avancée qu'on pourrait dire, c'est que les gens ont compris que par l'injection
et par le système vasculaire, on arrivait à couvrir toute la cochlée, et que par les injections locales, à condition de pouvoir utiliser des gels, les gels qui sont mis au point aux États-Unis actuellement, on pouvait avoir des concentrations plus importantes, dans tous les cas, dans le tour basal de la cochlée. On peut le résumer comme ça. Pour l'instant, c'est déjà pas mal par rapport aux grandes discussions pour savoir s'il faut traiter ou pas traiter, qui est une autre question. D'autres questions sur les... Monsieur Dreux. Merci, monsieur, pour la communication. Je voulais vous demander si ces implants nucléaires sont recommandés pour la presbyacousie banale, si j'ose dire, ou réservés à des cas plus graves, et si ce sont des prothèses qui sont amovibles. Alors, l'implant cochléaire, je vais répondre par la deuxième partie. Aujourd'hui, une prothèse extérieure qui va communiquer avec l'intérieur par un aimant. Donc, on l'enlève. Et le progrès actuellement est d'ailleurs d'avoir fait des contours qui puissent tolérer l'eau. Donc, les enfants, les adultes peuvent se baigner avec leurs implants cochléaires aujourd'hui et ne pas avoir de montage particulier. La deuxième question, c'est la presbyacousie banale. Je crois que c'est à quel moment peut-on proposer un implant cochléaire lorsque la presbyacousie se définit par une gêne auditive dans l'ouïe. Eh bien, c'est que lorsque, dans les meilleures conditions de prothèse auditive, on n'arrive plus à comprendre la parole dans le silence et à 60 décibels. Ce qui correspond, en fait, c'est assez simple. La presbyacousie, on devient très gêné dans le bruit dès qu'on a perdu le 2 kHz, on ne comprend plus la parole qu'on a perdu le 1 kHz. Quand on a perdu le 1 kHz, on peut enfoncer une électrode de la base qui est au 12 000, 14 000 Hz, plus qu'à peu près 1 kHz, avec actuellement, compte tenu des électrodes qu'on utilise, 90% de chances de préserver les restes auditifs sur les fréquences graves. Donc il faut déjà que ce soit une presbyacousie avancée avec l'impossibilité de comprendre le message avec les prothèses auditives les plus performantes. Y a-t-il d'autres questions sur les implants? Monsieur Cabanis. Merci, Monsieur le Président. Bravo, Monsieur, pour cette remarquable présentation. Quel est le degré de ferromagnétisme de vos électrodes? J'étais très frappé dans ma cochlée de voir des artefacts autour de votre cochlée simulée. Qu'en est-il? Quel est le matériau employé dans ces nanocochlées? Alors, le matériau, il faut toujours qu'il y ait une colle. Donc, je ne le sais pas bien. Pardon? Voilà, platine iridium, heureusement qu'on a un pionnier parmi nous. Deuxièmement, les artefacts que l'on voit sont en train de diminuer car on est actuellement, avec la génération des cone beam, on arrive à localiser parfaitement l'électrode dans la rampe que l'on veut. Et même avec les IRM 3 Tesla et en 3D, on peut arriver à localiser. Le projet actuel est de fusionner, il y a des machines qui nous permettent de fusionner une IRM 3D sur un cone beam et avoir à ce moment-là des images péropératoires. D'autres questions? Et nous avons d'éminents autorinaux dans notre assemblée. Monsieur Fraîche voulait dire quelque chose, non? Non. Alors, Claude Chouard. Non, c'était très bon, c'était très bon. Bien, merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la chirurgie fonctionnelle neurologique et je demande au professeur Dufaux de Montpellier de venir nous parler de l'essor de la neurochirurgie fonctionnelle, le connectome cérébral revisité. Monsieur le Président, je m'étonne que nous n'ayons pas à poser une question à M. Lacouraille, qui nous a fait un exposé. Oui, tout à fait. Objection reçue. Objection reçue. C'est pourquoi je voulais quand même d'abord Merci. lors de son exposé, et le fait qu'il nous a tout de même bien signalé, refait remarquer qu'il y avait tout de même une sous-déclaration des complications. Et à cet égard, je voudrais indiquer que récemment, le Journal of Healthcare Medicine a signalé aux États-Unis
que la fédération, etc., faisant une enquête sur la prostatectomie dans ce pays, qui a subi d'ailleurs une inflation qui a été excessive à un moment donné, avait donné lieu à 212 décès. Et tout ceci montre une chose, c'est vrai, qu'il y a besoin tout de même de faire une bonne étude, une bonne enquête. Vous l'avez fait pour les tumeurs, les lésions oropharyngées, et véritablement je vous en remercie, car ça nous met dans une ligne qui mérite réflexion, indépendamment du fait que vous avez souligné, c'est l'augmentation des coûts, avec un bénéfice qui pour l'instant n'est pas formellement démontré par des études scientifiques sérieuses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon intervention. Il y a une règle quand même en général en chirurgie, c'est que les chirurgiens utilisent ce qui leur plaît. Tout au long des siècles, c'est une règle qui s'est constamment vérifiée pour les instruments, les voies d'abord. Et il y a quand même 300 chirurgiens aux États-Unis qui utilisent cette technologie. Donc on ne peut pas la mettre de côté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez raison, il faut sans doute faire des études plus rigoureuses, mais qui vont à ce moment-là amener à réduire le volume d'indications, bien entendu. Et vous avez vu qu'il faut 50 indications par an par chirurgien. Et là, ça pose immédiatement la question de centre référent. Et ça, c'est pas du tout la politique de la Corée, vient de la politique nord-américaine. Et le vrai défi que l'on a affronté, nous, en France, c'est qu'on utilise une technologie très chère sur un mode d'utilisation qui n'est pas le mode de fonctionnement de notre chirurgie en France. Et c'est là que vient le hiatus. Donc on peut en effet dire, attention, on va trop loin, on fait des choses un peu dangereuses, du coût-bénéfice, mais d'un autre côté, il faut faire aussi attention à ne pas prendre le train. Parce que très clairement, il y a l'autre version que j'ai essayé de poser, c'est que si on continue dans la radiothérapie des cancers oropharyngés, on va se retrouver avec des gens qui fonctionnellement, bien que la radiothérapie n'opère pas, les gens aboutissent à des séquelles fonctionnelles, et c'était la raison du lien de cette communication avec la journée fonctionnelle. On se retrouve avec des problèmes chirurgicaux à régler qu'on n'arrive pas à régler en termes de séquelles. Voilà donc ma position, et je ne vais pas vous dire oui ou non, je suis au milieu. François Deschamps. Ensuite, Chapuis, je voudrais rappeler que quand nous avons fait un groupe de travail sur la midérectomie à l'Académie de médecine, on avait été très étonné de voir la discrétion de la littérature sur les publications concernant les complications. Alors, je voulais savoir s'il y a une éthique générale sur la publication des complications. Parce que quand on connaît bien un sujet et qu'on se plonge dans la littérature, il faut vraiment gratter un petit peu pour trouver quelque chose. Alors, il fallait savoir ce qui en était, est-ce que l'Académie de chirurgie s'est penchée sur le problème. Je peux répondre en partie. Je pense qu'il faut faire attention, je suis assez dans la même orientation que le professeur Lacoureille, à ce que, pour des raisons économiques, on n'empêche pas la chirurgie de faire des progrès, où actuellement, je rappelle que le principe de précaution fait que, actuellement, de moins en moins, on peut faire des choses nouvelles, et qu'un certain nombre d'interventions qui avaient été créées par nos maîtres ne seraient plus possibles maintenant, et qu'il faut faire attention au problème des études dites randomisées, alors que les Anglais ont montré que les tracker studies, qui permettent de faire des bases de données avec des suivis réguliers, donner des résultats aussi pertinents que les études randomisées et beaucoup plus rapides. Et actuellement, on se trouve sous l'influence de différents lobbies à ce qu'on demande pour la chirurgie de faire systématiquement des études randomisées dont on sait très bien qu'on aura des résultats qu'en général 5 ou 6 ans après, parfois même après que l'étude ou la technique ait disparu. Tandis que si on faisait des études de cohorte suivies obligatoires, on pourrait en un an parfois s'apercevoir des résultats des techniques et les arrêter. Et je dois dire qu'au niveau de l'association française d'urologie, quand j'étais président de l'association, je me suis battu avec le ministère pour imposer cela, et c'est comme ça, par exemple, que pour l'hyperthermie, on a fait fermer plusieurs fabricants qui fabriquaient des matériels qui ne fonctionnaient pas. Et qu'on a voulu faire la même chose pour étudier, cette fois-ci c'est une bonne technique, les ultrasons. Il a fallu 5 ans de négociations auprès du ministère pour qu'on accepte de mettre en route un système justement de surveillance de cohorte. Système qui a le gros avantage, c'est qu'en système de surveillance de cohorte, comme le dit M. Lejean, on est obligé de
des complications, et on connaît systématiquement les complications. Et actuellement, on dira un mot tout à l'heure à la chirurgie d'incontinence, les complications, on les connaît par le biais de la matériovigilance dans les interventions, on utilise des prothèses. Et donc, en fait, je pense qu'au niveau de la chirurgie, c'est un des sujets que l'Académie de chirurgie étudie, c'est est-ce qu'ils ne font pas mieux généraliser, parce qu'en effet, ce que vous avez remarqué, ce que Yves Chapuis a dit, est un vrai problème. Généraliser le fait des études de cohorte avec ce qu'on appelle les registres, qui imposent de préciser les complications, et tout à l'heure dans ma communication, je vous montrerai les registres qu'on a fait pour la chirurgie d'incontinence, et comme ça, on répond à cette question. Et je crois qu'il faut faire attention, parce que les études randomisées, aucun d'entre vous n'accepterait d'être tiré au sort pour savoir si on va aller faire telle opération ou telle autre opération. Je vous remercie. Oui, François Lechamp. Oui. Je voudrais rappeler quand même que ce groupe de travail pour la midélectomie avait été fait à la suite de la prise de décision par l'HAS de condamner un instrument qui s'appelle l'amygdaloctone, qui n'existait plus au XXe siècle, qui date de la fin du XIXe siècle. Donc, s'il y avait eu des statistiques intéressantes, on n'arrête pas de supprimer ce SUDER qui permet l'énucléation de l'amygdalectomie avec beaucoup moins de risques que l'intervention qui est exigée maintenant par dissection. Donc, je pense que c'est fondamental de faire des corps, effectivement, et avec des instruments corrects. C'est-à-dire ne pas mettre un instrument